Bonjour à tous, bienvenue pour Telimo, le magazine de l'immobilier, nouveau numéro. Au programme aujourd'hui, dans notre rubrique Actu Immo, on parlera de nos animaux et de la location, ce qui est permis ou pas. Au programme également, on va parler de home staging. Voilà, je suis sûre que vous connaissez le home staging grâce notamment à Stéphane Plaza qui fait des émissions sur M6. Là, on va voir notre experte à nous, elle est home stager et décoratrice intérieure en Limousin. C'est Rosine Pexino qui viendra nous rejoindre. On aura un reportage aussi sur le home staging. Mais je vous propose de commencer avec nos deux premiers invités. Bruno Rouleau, bonjour. Bonjour Vanessa. Vous êtes courtier en crédit immobilier et on parlera de si jamais on a la malchance que notre banque refuse un crédit, notre crédit, voilà, est-ce qu'il faut se pendre tout de suite ou est-ce qu'on a une petite chance d'y arriver un jour? La réponse dans quelques instants. Et on va commencer avec Maître Stéphane Faugeron. Bonjour et ravi de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour Vanessa. On va parler peut-être tout de suite de chiffres immobiliers. Vous avez pas mal de données intéressantes pour retracer l'évolution des chiffres de l'immobilier en Limousin. Depuis combien de temps ? Depuis plusieurs années, ouais. Et notre profession alimente régulièrement des bases de données, puisque toutes les ventes étant reçues par devant notaire, les notaires sont rassemblés, on crée un fichier commun et que nous alimentons au fur et à mesure de la signature des actes, ce qui nous permet de restituer des statistiques sur l'évolution du marché immobilier en France. Et non seulement en France, mais de voir au niveau local ce qui peut se passer trimestre après trimestre. Alors là, on a 3 départements en Limousin. On va peut-être s'intéresser d'abord au département de la Corrèze avec des premiers chiffres qui vont s'afficher, premier graphique. Alors on va regarder le premier graphique. Alors juste pour se situer par rapport à la France, il faut voir qu'en province, on a connu une érosion encore des prix de l'immobilier sur l'année 2014. De mémoire, on connaît une baisse sur un an de 2,9% des prix pour les appartements et 2,4% pour les maisons anciennes. Alors pour ce qui concerne nos 3 départements, pour la Corrèze, c'est ce que l'on peut voir sur ce premier tableau. Sur le premier tableau du haut, on peut voir où se situent les prix médians, à la fois des appartements, des maisons et des terrains. Aujourd'hui, en Corrèze, les prix médians des appartements, toute taille confondue, se situent aux alentours de 1 140 €. Une maison, on peut acquérir une maison en moyenne pour 110 000 € et un terrain à bâtir pour 24 000 €. Si on a connu des baisses l'année dernière pour les appartements, comme vous pouvez le voir, de 3,7% pour les appartements et pour les terrains à bâtir. En revanche, pour ce qui est des maisons, les prix sont repartis à la hausse en Corrèze. Et si on prend un peu de recul, sur 5 ans, les terrains à bâtir ont pris quand même 17% d'augmentation et 32% sur 10 ans. Alors c'est marrant, il y a une vraie baisse pour les maisons et les appartements, mais une hausse toujours pour les terrains. Assez continue des terrains à bâtir, puisque même sur 10 ans, en Corrèze, on connaît une hausse de près d'un tiers, de 32%. Alors qu'en est-il du département de la Creuse ? Alors pour ce qui est de la Creuse, le marché est un petit peu différent de la Corrèze et de la Haute-Vienne, comme on va le voir après, puisque là, la situation des prix est plus compliquée. On a connu aussi une hausse, comme partout ailleurs, sur les années 2005-2008, avec le pic en 2008. Et depuis la crise qui est survenue en 2008-2009, on a une baisse continue des prix, surtout pour les appartements, mais aussi pour les maisons. Aujourd'hui, on a un prix moyen au mètre carré en Creuse de pratiquement 720 €. Alors qu'il était à 850 € il y a 10 ans. Ouais, c'est assez bas. Et on peut le voir, une chute continue et qui s'est encore accélérée l'année dernière. Pour les maisons, les prix s'érodent année après année depuis 2008, mais on est quand même sur des prix qui sont quand même supérieurs au prix médian de 2005. Effectivement, et c'est une vraie spécificité parce qu'on l'a vu en Corrèze, il y a eu quand même un moment, une petite reprise avant de rebaisser. Et comme en Haute-Vienne, on va voir tout de suite peut-être les schémas de la Haute-Vienne. Il n'y a simplement que les terrains à bâtir qui ont connu une petite hausse des prix sur 10 ans en Creuse. Alors pour ce qui est, on va le voir sur les 2 tableaux suivants, je vous ai préparé des graphiques pour la Haute-Vienne et après on se resserrera sur Limoges. La situation est assez comparable en termes d'évolution par rapport à ce qu'on a connu en Corrèze, à savoir un pic important, surtout pour les appartements en 2008, une chute jusqu'en 2010, une petite reprise sur 2011-2012 et ensuite une érosion un peu moins marquée, mais qui a continué encore l'année dernière.
Donc aujourd'hui, en appartement, on est sur un prix moyen au mètre carré de 1 150 €. Une maison ancienne, je dis bien sur tout le département, un prix médian de 115 000 €, et un terrain à bâtir qui se négocie sur des prix proches de 40 000 €. Et les terrains, encore une fois, on continue à augmenter. Alors les terrains ont connu la même évolution qu'en Corrèze, puisqu'on est sur 10 ans à pratiquement 36% d'augmentation, alors que pour les appartements, il n'a été que de 6,5%. Et pour les maisons de 9,5%. Alors on va peut-être se resserrer effectivement sur la préfecture, sur Limoges, avec quelques chiffres aussi intéressants. Alors sur Limoges intramuros, on a une évolution. Bon, les appartements, c'est quasiment la même chose que sur la Haute-Vienne, puisque la plupart des appartements, 90% des appartements Haute-Vienne sont vendus sur Limoges, bien évidemment. Pour les maisons, on a une courbe qui est assez, on le voit sur 10 ans, qui est assez stable. Alors on a eu une baisse l'année dernière, certes de 4,6%, mais on a eu, qui a fait suite à 4 années de stabilité. Et on a aujourd'hui donc des prix qui sont dans Limoges aux alentours de 137 000 €, alors qu'il y a 10 ans, ils étaient en dessous de 125 000 €. Donc ça reste une valeur sûre quand même. Une maison à Limoges, maison de ville. Voilà. Et bon, je ne vous ai pas apporté de graphique aujourd'hui, mais si on regarde sur l'ensemble de l'agglomération Limoges plus la première couronne, c'est même la première couronne qui pousse les prix vers le haut, et on a une augmentation sur l'année dernière. Alors c'est super intéressant d'avoir tous ces chiffres sur effectivement ces quelques dernières années. Un tout petit peu de prospective, ça continue à baisser un peu, ça se stabilise? Alors bon, il faut voir, il y a plusieurs données qui peuvent se croiser. En Limousin, on a quand même des prix qui sont les plus bas de France. Qui sont aussi le reflet, bien sûr, d'une situation économique. Il y a des critères favorables pour une reprise qui sont les taux historiquement bas, les aides aux primo-accédants qui ont été revalorisées. On a connu plusieurs années de baisse, donc ça va forcément s'arrêter. D'un autre côté, la reprise, elle ne pourra avoir lieu que s'il y a une reprise économique qui se concrétise dans les années qui viennent. Et l'immobilier arrive toujours après. En tout cas, si on veut acheter, c'est encore et toujours le moment. Hein. Oui, voilà. Mais compte tenu des taux bas et des prix bas ici, effectivement, il ne faut pas attendre. C'est ce qu'ont compris certains investisseurs qui font des acquisitions sur le neuf dans Limoges quand ils arrivent à en trouver. Alors, effectivement, c'est le moment d'acheter, mais si jamais je vais voir ma banque, mon banquier, et que mon banquier refuse mon crédit, on en parle tout de suite avec vous, Bruno Rouleau, pourquoi d'abord une banque refuse-t-elle un crédit? Il y a des critères, évidemment. Il y a des critères, effectivement. La banque, aujourd'hui, on avait pour habitude de dire, et souvent les gens pensent que c'est essentiellement un critère de solvabilité. Il y a le risque que je porte, quand j'entends un risque de défaillance financière. Mais pas que. Il faut savoir qu'on a des critères objectifs, qui sont ceux-là, qu'on va peut-être un peu évoquer en détail. On a les critères subjectifs, qui sont au regard de la situation de la personne, de l'environnement, du projet lui-même. Son emploi aussi, par exemple. Voilà, sa situation familiale aussi, qui peut être compliquée à certains moments. Et puis, il y a un troisième critère qui vient se mettre en place depuis quelques années, qui est lié à la réglementation financière mondiale et transposée en France. C'est l'environnement bilanciel des banques, c'est-à-dire est-ce que je peux faire des crédits, est-ce que j'ai une stratégie commerciale qui va aller vers le crédit. Voilà. Donc, c'est les trois éléments, et c'est la conjugaison de ces trois éléments qui va donner une réponse finalement au client. Négative, c'est dommage dans un premier temps, mais pas de suicide comme on le disait tout à l'heure. C'est pas parce qu'une banque a donné une réponse négative que pour autant le dossier n'est pas viable. Alors voilà, s'il y a une banque, et en général on demande d'abord à notre banque, refuse, est-ce que ça veut dire que toutes les autres banques vont refuser? Non. Absolument pas, parce que, comme je vous ai dit, les trois critères sont pris en compte. Si je prends le détail, par exemple, du premier critère, sur le critère objectif, quand bien même on parle souvent du taux d'endettement, qui n'est pas en soi-même légal, mais qui est une jurisprudence habituelle sur les coutumes et la protection du consommateur. On dit un tiers de ses revenus ne doit pas excéder, consacré au remboursement des crédits. N'empêche que ce tiers, il est composé de différentes formes de revenus. La personne qui a juste un salaire ne se posera pas la question, mais vous pouvez avoir des personnes qui ont des revenus variables. Quelle part de variabilité j'accepte? Est-ce que je fais une moyenne? Est-ce que je prends les meilleurs? Est-ce que je prends les plus bas? Je peux avoir des revenus de redistribution, des allocations familiales. Est-ce que je les prends tous en fonction de l'âge des enfants? Je peux avoir des revenus locatifs. Est-ce que je les pondère? Je ne les pondère pas. Donc, la somme qui est prise en charge pour le
calcul de l'endettement est différent. Il y a le reste à vivre aussi, c'est-à-dire une fois qu'un ménage, quelle que soit sa composition, a l'ensemble de ses revenus, il a aussi une composition d'un certain nombre de personnes, et je rapporte au nombre de personnes, et là, les banques varient d'un critère d'une banque à l'autre en fonction et de la région et de sa stratégie. Là, les critères varient. Voilà, exactement. Donc on peut se retrouver avec des situations, et je ne vous parle même pas des modes de comptabilisation qui peuvent éventuellement effectivement varier. Sur les parties subjectives, c'est ce qu'on a évoqué. Par nature, le subjectif est lié à la personne. Donc, je peux très bien avoir, en tant que banquier, envie de privilégier dans le cadre de ma stratégie et donc de donner un bonus dans mon analyse de risque sur des clientèles, profession libérale, chef d'entreprise, ou au contraire les dégrader parce qu'il y a une situation économique qui n'est pas extraordinaire. On entend souvent aussi dans un couple, une personne est en CDD, l'autre est intermittent du spectacle. Ça paraît compliqué d'obtenir un crédit. Bah oui, parce que c'est l'appréhension pour le banquier de la pérennité des revenus. Et parce que sa responsabilité est engagée si jamais, pour un peu, voilà, à un moment ou à un autre, le crédit serait plus remboursé. Et puis enfin, et j'en finirai là-dessus, sur la partie stratégie commerciale, aujourd'hui c'est très important parce que les banques font du stop and go régulièrement, elles ajustent au mieux de leurs intérêts en fonction des collectes d'argent qu'elles font, les emplois qu'elles distribuent, elles sont encore plus encadrées sur cette adéquation. Et si jamais vous n'avez pas assez de collecte, eh ben vous pouvez distribuer moins de crédit. Donc, une fois encore, ce n'est pas parce qu'une banque a dit non, parce qu'elle est dans une situation comme ça, que pour autant, le dossier en lui-même n'est pas bon. Alors, quel conseil vous me donneriez, justement, moi en particulier, qui vais demander un crédit à ma banque et qui peut-être a déjà un premier refus? Voilà. Première chose, déjà, c'est un élément important. Un investissement dans sa résidence principale ou dans un autre logement, mais en général, on parle de résidence principale, c'est un investissement important pour sa vie. On a coutume de dire que c'est à peu près un tiers de ses revenus, un tiers de sa vie qui sont consacrés à ça, même si on ne gardera pas forcément le crédit aussi longtemps. Donc, bien préparer son dossier. Bien préparer, aller voir un courtier, parce que sa banque, elle a ses propres stratégies. Le courtier a, lui, le panorama financier local, et il peut donc caler en fonction de la situation et du projet des personnes. Et faire jouer la concurrence. Et faire jouer la concurrence, bien évidemment. La deuxième chose, c'est que il faut absolument, dans la mesure du possible, avoir le langage le plus clair avec le banquier. C'est-à-dire qu'on peut avoir des points d'achoppement, une situation de gestion de compte particulière à un moment ou une situation professionnelle particulière. Il ne faut pas essayer de la dissimuler. Il faut vraiment être cash avec le banquier et avec le courtier pour pouvoir expliquer. Tout s'explique, mais certainement pas dissimuler. Et puis la troisième chose, c'est... on va aller derrière, on ne va pas laisser traîner, on suit. On sait qu'aujourd'hui, en ce moment, les banques sont surchargées sur la renégociation de taux. Néanmoins, il faut absolument essayer d'avoir un contact régulier et avec son courtier et avec son banquier pour pouvoir savoir où on en est et pas atteindre la limite de la condition suspensive d'obtention du crédit pour pouvoir faire courir tout le monde. Et là, pour le coup, effectivement, être embarrassé par rapport à la situation. Justement, est-ce que j'ai intérêt quand même à inclure cette condition suspensive d'obtention dans le compromis de vente? Alors, vous n'avez pas, si c'est un particulier, vous n'avez pas à vous poser la question. C'est-à-dire que depuis une quinzaine d'années, la loi a prévu ça. Depuis 35 ans, ouais. Elle est automatisée, elle est automatisée désormais. Avant, il fallait penser à demander au notaire à ce qu'il la rajoute. Désormais, elle est automatisée. Donc, mais je répète bien, c'est pour un particulier. Dans ces conditions-là, il faut que simplement respecter, il y aura lecture. La question peut se poser dans le sens inverse, c'est-à-dire, et si jamais je veux profiter d'une opportunité sur le marché pour déclencher, le vendeur peut avoir éventuellement intérêt à ce qu'il n'y ait pas cette condition suspensive. Et donc, on a le droit de faire lever la condition suspensive, de ne pas la faire appliquer. Mais ça signifiera que vous ayez absolument validé, solvabilisé votre plan de financement préalablement. Et là, plus que jamais, un professionnel pour préparer son dossier est important. Merci beaucoup à tous les deux voilà, professionnels, intéressant effectivement quand on a un projet en tout cas dans l'immobilier. Merci à tous les deux. Tout de suite, je vous propose, vous connaissez le homestaging? Parfaitement. Voilà, on en parle. Très bon argument. Voilà, bon argument. Pour essayer de vendre et de mieux vendre son bien, on peut faire appel à des homestagers. Regardez reportage d'Emma Le Bail de Conchard. Marie-Laure Roux est agent immobilier, mais aussi conseil en valorisation immobilière. Elle met ainsi ses talents de décoratrice au service des vendeurs qui veulent donner un coup de jeune à leurs biens avant la vente. Bonjour, ça se passe bien? Oh, c'est parfait là, impeccable. Hein, tout en blanc, ça change la pièce. Ça commence à prendre fort. Ouais, c'est bien, c'est très bien. Donc il était sombre, on va dire dans son jus, dans le jargon immobilier. Et du coup, on essaie de le rendre plus attractif et que ça plaise au plus grand nombre de personnes.
Donc l'idée pour le séjour, c'était de le peindre de façon très très claire afin de garder l'espace, le bel espace qu'il y a. Ensuite, la cuisine donc, va être aménagée entièrement puisqu'elle était vide. Donc l'idée c'est de faire une cuisine équipée. Pour la partie nuit, donc c'était donc une penderie qui prenait tout l'espace ici. On a décidé d'ouvrir cette penderie, de recloisonner de façon à faire des petits penderies privatives à chaque chambre. Voilà. Réhabiliter un lieu de vie pour qu'il plaise au plus grand nombre et qu'il se vende, voilà le job. Pour cet appartement, comme pour d'autres, le vendeur cherche à accrocher le regard et qui sait le cœur avant le porte-monnaie. Non, là c'est mieux. Ouais. Aligné donc. Aligné. Là, vous pouvez vous permettre parce que c'est une bande, donc à la limite c'est mieux. Aligné c'est mieux. D'accord. Je pense. Ça fera plus moderne. Ok. Ça donnera un côté plus contemporain. Ouais. Puis ça ira bien avec le... Parce que sinon ça fait trop de décalé avec le sol. Et ici, je fais que du marron. Là. Oui. Là, Pas de frise ici. Au niveau du contour. Voilà, au niveau du contour, là, les deux rangées. Et ici, je ne sais pas combien de rangées là, parce que je n'ai pas la hauteur de votre meuble. Il faut compter 1 mois et demi de travaux. Il n'y a pas de grosses œuvres, mais c'est surtout de la déco. Et on ne fait pas de gros frais non plus, puisque le but du homestaging quand même, c'est de rénover à faible coût, dans la mesure où le propriétaire souhaite vendre. Voilà, c'est pas comme s'il y habitait. Voilà, on équipe une cuisine, en général on équipe une salle de bain, on refait les murs et les plafonds et voilà. Et ça se vend mieux. Oui, bien sûr. Ça va peut-être pas forcément le faire vendre plus cher, mais ça va le faire vendre plus vite. Ce ravalement, qui dans cet appartement semble conséquent, ne doit pas dépasser et ne dépassera pas 1% du prix de vente. Marie-Laure aide aussi les clients à décorer leur maison, recréer des ambiances afin que les propriétaires se sentent bien chez eux. C'est un des aspects du métier. Donc la nouvelle maison, enfin la nouvelle pièce. C'est quand même une maison qui a 100 ans, déjà au départ. Et donc dans la pièce où on est, normalement c'est une chambre, donc j'ai fait casser quelques murs. Ouais. Et donc effectivement j'avais entendu parler de Madame Roux qui est venue voir, j'ai fait appel à elle pour de la décoration et pour remeubler un peu l'intérieur. Donc, et j'en suis ravie. Donc c'est optimiser les espaces, rendre voilà, une harmonie de couleurs. Donc on utilise le cercle chromatique qui nous donne une idée des couleurs à marier entre elles. Donc voilà, et puis après c'est un... Alors là pour le coup j'ai écouté vraiment ses envies aussi, puisque bon c'est quand même pour y habiter, pour qu'elle y soit mieux. Donc là il faut tenir compte des goûts de la personne. Esprit loft comme elle a dit, cuisine assez contemporaine, tout en gardant un mobilier bois auquel elle tenait. Et puis voilà, donc on a essayé de faire un petit peu de l'ancien, du récent et le mélange, voilà, ça rend... Très très bien, pourtant ça fait peu de temps que je l'habite. Et c'est vrai que j'ai privilégié la pièce principale et je m'y sens très très bien. Chez Muriel, la déco est à venir dans les autres pièces. Et toutes deux en parlent. Et les aménagements avancent sous l'œil de l'autre occupant de la maison qui s'est très bien adapté à la déco voulue par sa maîtresse. Et c'était donc un reportage de Gilles Ray et non d'Emma Le Bail de Conchat, comme je l'ai annoncé. Alors, je suis ravie d'accueillir deux femmes maintenant. Nathalie Guny, on va parler dans quelques instants d'animaux et de location, ce qui est permis ou pas. Et Rosine Pexino, bonjour. Bonjour. Alors, on va continuer à parler de homestaging, puisqu'on vient de découvrir le homestaging avec ce reportage. Alors, cette activité de homestaging, on en parle de plus en plus en France, mais ça fait combien de temps que cette activité existe ? Un peu plus de 30 ans maintenant au Canada. Ah oui, donc c'est arrivé en France il y a seulement quelques années finalement. Oui, une dizaine d'années, on va dire. D'accord. Vous-même, ça fait combien de temps que vous faites du homestaging et qu'est-ce qui vous a donné l'idée, l'envie de faire du homestaging ? En 8 ans d'activité dans la décoration d'intérieur à mon compte, j'ai rajouté cette activité depuis à peu près 5 ans maintenant. Donc vous faisiez déjà de la décoration d'intérieur ? Oui, à la base, je suis décoratrice d'intérieur depuis plus de 20 ans maintenant. Alors quand on se lance plus précisément dans le homestaging, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des formations qui existent ? Oui, tout à fait. On ne peut pas du jour au lendemain devenir homestager. Il faut quand même avoir des bases, des connaissances, des volumes, des espaces. Et j'ai suivi une formation sur Paris et Bordeaux.
Effectivement, j'imagine aussi qu'il y a pas mal de personnes qui s'installent sans forcément être formées parce qu'ils ont le goût de la décoration. Mais voilà, c'est un vrai métier qui se professionnalise quand même. Oui, c'est un vrai métier et ce n'est pas de la décoration d'intérieur. C'est vraiment une activité bien à part où on ne prend pas en compte le besoin et les goûts des clients. On prend en compte la vente du bien au plus vite, la revaloriser, la dépersonnaliser, l'harmoniser, la désencombrer surtout. Et surtout, on arrive sur un bien à vendre, que ce soit un studio, on peut aller jusqu'à un château, parce qu'il n'y a vraiment pas de limite sur le volume. On a un œil extérieur professionnel, parce qu'une maison a une âme, a une vie, a un passé. Et, il faut gommer un petit peu cette vie passée. Oui, tout à fait, parce que les gens qui y vivent pensent que leur maison est la plus belle, et c'est normal, ils y ont une vie. Et nous, il faut qu'on arrive aussi avec un petit peu de tact, aussi pour leur faire comprendre que l'objectif est vraiment le vendre vite et au meilleur prix, tout en restant sur le prix du marché. Alors justement, qui sont les clients qui font appel à vous et pour quel type de bien ? Type de bien, ça va être beaucoup de maisons, de particuliers, mais les professionnels en prennent conscience aussi, parce que ça peut être un local commercial à vendre, pas de porte, ça peut être des bureaux. Nous, on a déjà fait des bureaux, on a fait maisons. Donc vous travaillez effectivement aussi avec les professionnels de l'immobilier, type agence immobilière, notaire, agence etc. immobilière, partenariat, les notaires également font partie de mon réseau. Alors les types de biens, vous évoquiez donc beaucoup de maisons, vous évoquez des châteaux, ça vous est déjà arrivé de devoir... Non, pas encore, pas le château, non, pas le château. Dans la rénovation, j'ai un moulin, mais pas le château en homestaging encore, mais c'est pour dire que le panel est quand même relativement large. On peut aller d'un simple studio pour aller sur des grosses bâtisses et des maisons bourgeoises également. La vraie différence, qu'on comprenne bien, entre la déco d'intérieur, quelqu'un qui vous demande de refaire une déco d'intérieur, et le homestaging, c'est vraiment la finalité, c'est de vendre, de pouvoir vendre son bien. La décoration d'intérieur, je vais prendre en compte plein de paramètres qui vont correspondre aux clients, à leur envie, leurs besoins, leur façon de vivre également. Le homestaging, je ne prends pas en compte tout ça. Je vais du conseil. On peut aller jusqu'aux travaux également. Ça peut être 2 heures de conseil chez le vendeur, comme ça peut aller jusqu'aux travaux. Petits travaux, hein. On reste sur quelque chose de bien... Au niveau des coûts, ça a été un petit peu évoqué dans le reportage qu'on a vu. On est sur quel ordre de coût? Parce que c'est un coût, évidemment. Je peux me rendre sur un bien à vendre où je vais proposer, par exemple, m'adapter au budget du client. Ça peut être 2 heures de conseil qui vont représenter une centaine d'euros. Où là, je vais faire un diagnostic qui correspond à un état des lieux, que je vais remettre au client vendeur un état, un listing, et qui va lui permettre à lui d'appliquer les conseils que je lui aurais soumis. Après, il peut le faire par des amis, par lui-même, par des petites mains. Je peux le mettre en relation avec des artisans qui peuvent passer au niveau budget pour ne pas tomber sur... L'objectif n'est pas de se retrouver... Ah ben non, pas de grosses œuvres, c'est vraiment... Non, jamais, on ne touche pas aux grosses du tout. C'est de la décoration. Et que la décoration d'intérieur, ça n'a absolument rien à voir du tout. C'est vraiment 2 choses bien à part, 2 métiers bien à part. Et le homestaging, c'est quelque chose qu'on peut faire évoluer dans notre région dès l'instant qu'on trouve le bon réseau autour de soi. Merci beaucoup, Rosine, pour ces informations. On termine avec Nathalie Duny, quelques actus IMO. Et là, on s'intéresse à la location et aux animaux. Effectivement, en tant que locataire, est-ce que j'ai le droit de posséder un animal? Alors oui, dans la plupart des cas, vous avez le droit d'avoir un animal familier. Vous avez le droit d'avoir un chien, un chat. Si votre enfant vous réclame un poisson rouge, pas de problème là non plus. En revanche, là où il peut y avoir des soucis, c'est les chiens de catégorie 1 ou 2, chiens d'attaque, chiens de garde, chiens de défense. Là, le propriétaire peut tout à fait interdire ce type d'animal dans le bail via une clause. Si tel est le cas, il est pour vous impossible de contourner cette clause. Mais on ne peut pas nous interdire d'avoir un chat ou un chien... cocker, par exemple. Non, c'est bien ce que je vous dis. Voilà, dans la plupart des cas, vous avez tout à fait le droit d'avoir un animal familier dans le cadre d'une location, excepté ces chiens dangereux. Et les nouveaux animaux de compagnie, on appelle ça les NAC. Alors, voilà, les NAC, ce sont des animaux un peu moins conventionnels, on va dire. Alors, si vous êtes fan de NAC ou si vous avez un ado qui est fan de serpents, de singes, etc., ces petites bêtes qu'on préfère voir en général en photo,
qu'à la maison. Les furets aussi, c'est à la mode. Les furets, c'est à la mode aussi. Alors, il y a des NAC qui sont interdits dans le cadre d'une location. Les espèces considérées dangereuses, les scorpions, les crocodiles, pour ceux que ça tente. Et en plus, je ne suis même pas sûre qu'on ait le droit. Enfin, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'avoir donc les espèces dangereuses sont interdites et les espèces protégées, comme les hérissons. D'accord, donc pas de hérisson, même dans sa maison Pas en tant que locataire. Ah oui, en tant que locataire. En ce qui concerne la location saisonnière, qu'en est-il? Est-ce que ce sont les mêmes règles qui s'appliquent? Eh bien non, ce pas les mêmes règles parce que dans le cadre d'une location saisonnière, un propriétaire peut vous interdire de venir avec un animal. Donc il peut vous l'interdire, il peut l'accepter, mais s'il l'accepte, il peut aussi vous demander un supplément d'argent. Tout cela doit être stipulé là aussi dans une clause du bail. Et pour terminer, si jamais mon animal ne respecte pas le voisinage, que se passe-t-il? Alors oui, parce que si vous avez un animal, il ne faut pas qu'il crée de nuisances envers les autres habitants ou qu'il cause de dégâts au sein d'un immeuble, si vous habitez un immeuble. On va prendre, sinon vous en êtes responsable et ça peut être une cause de rupture de bail. On va prendre l'exemple du chien classique. Vous avez un chien qui aboie nuit et jour. La nuit, eh bien, ça peut faire office de tapage nocturne. Vous risquez une amende, vous risquez jusqu'à 450 € d'amende, mais pire, vous risquez qu'on vous confisque votre chien. Oh, ben non, ça, faut essayer de... Non. Non. D'accord. Donc, veillez à vos toutous, si vous en avez. Et à vos chiens aussi. Merci. Et à vos chiens aussi. Merci beaucoup. Voilà, l'émission est terminée. Vous pouvez évidemment la voir et la revoir sur le site telim.tv. Et n'hésitez pas non plus à aller sur le site imonote.com pour plein d'infos sur l'immobilier dans la région. Merci beaucoup. Au revoir.